Bonjour maître. C'est ici en bas. C'est cher Ahmed Tidiane Dioum, comme Maïmouna, nous sommes venus de Dakar pour assister à cette conférence de presse. Je suis le secrétaire général du parti de l'Unité du Rassemblement, membre de la coalition UAS Kanui. Au nom de la coalition UAS Kanui, nous vous disons merci et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Et nous vous encourageons, d'autant plus que nous savons très bien la pression que vous subissez du fait du travail extrêmement important que vous abattez. Je vous ai pas entendu durant votre exposé faire référence à ce qui est en train de ce que subit actuellement le président Ousmane Sonko, la séquestration, le fait qu'il soit empêché de sortir de chez lui, qui effectivement au terme du statut de l'article 7 du statut de Rome est un crime contre l'humanité. D'autant plus que la coalition UAS Kanui a demandé à tous les Sénégalais de se rendre le 25 pour lever ce blocus qui est illégal, qui n'est basé sur aucune instruction, sur aucune ordonnance. Au-delà de ne pas en avoir fait part dans votre exposé, que conseillez-vous aux forces de l'ordre qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils exécutent simplement des décisions que leurs supérieurs leur demandent de faire? Lorsqu'un ordre est manifestement illégal, tout à fait, il n'y a pas de possibilité de prendre prétexte de l'existence de cet ordre pour échapper à sa responsabilité. C'est pour ça que nous sommes allés très très bas dans la chaîne de responsabilité. Nous avons même des exécutants simples qui ne sont pas gradés au sein des forces de l'ordre, car nous considérons qu'ils sont, en tant qu'exécutants de ces ordres, des responsables de crimes contre l'humanité. Nous avons fait un message sur les personnes qui participaient à la détention arbitraire de M. Sonko aujourd'hui, aux forces de l'ordre qui sont impliquées. Nous avons indiqué qu'ils étaient en train de commettre un crime, avant tout en droit sénégalais, parce qu'il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui concernant l'arrestation de M. Sonko, parce qu'il n'y a aucun mandat de magistrat qui justifie la détention qu'il subit. Donc, avant même d'en arriver à une responsabilité pénale internationale, ils encourent déjà des peines qui vont jusqu'à, dans mon souvenir, 20 ans de travaux forcés, selon le code pénal sénégalais. Ces individus, ils sont identifiés. Nous savons exactement qui, aujourd'hui, participe à cette détention arbitraire. Nous savons quelles sont les compagnies, les brigades. Nous savons quels sont les individus qui, normalement, sont à Thiès, ceux qui viennent de Dakar, les bérets rouges, les bérets... Nous les avons tous identifiés, la chaîne de commandement aussi, et il leur appartient de prendre leurs responsabilités dans un cadre dont l'on comprend qu'il soit contraint, on comprend qu'il soit difficile, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, de désobéir à des ordres. Mais nous leur avons rappelé, d'une part, que c'était leur obligation, que d'autre part, des actes comme celui qui consiste à gazer des avocats qui viennent voir leurs clients sont constitutifs de crimes, et enfin, qu'ils doivent, je leur conseille de demander, d'une part, des ordres écrits sur ce qu'ils font, et d'autre part, mettre par écrit leur opposition à ces ordres. Que des justifications consistant le fait qu'oralement ils se seraient opposés ne suffiront pas. Et ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, ils sont un peu trop tranquilles. Et que donc, a priori, il n'y a même pas d'inquiétude particulière à ce stade encore quant au fait que ce qu'ils sont en train de commettre consiste en un des crimes quand même les plus importants dans un système de droit, qui consiste à, en dehors de tout cadre judiciaire, alors que vous êtes doté d'un mandat légal, utiliser vos attributs en tant que force de l'ordre pour commettre des illégalités et détourner vos instruments. Et ça, c'est quelque chose qui devrait particulièrement préoccuper les Sénégalais, parce que lorsque vous avez des forces de l'ordre qui ne respectent pas l'ordre qui est adopté par les représentants du peuple, donc par la souveraineté nationale, la loi, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter sur son destin personnel. Et encore une fois, quelle que soit votre destination politique et vos idées politiques, il y a là, à mon sens, un problème fondamental. Donc évidemment, la situation de M. Sonko participe pleinement à ce que nous dénonçons pour une raison très simple, le ciblage politique d'une grande partie de ces violences, dont il est une victime, dont ses cadres dirigeants de son parti sont victimes, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte de leur part justifiant l'usage de la violence, justifiant la répression dont ils sont objets, est inacceptable et évidemment constitutif de la situation actuelle. Bonjour, Ibrahim Ndiaye. Et elle est, ne serait-ce que parce que justement, en fait, elle signe le fait que ces violences sont commises à des fins politiques.
Et c'est là où, c'est-à-dire qu'on est sur un usage de la violence qui n'est pas débridé ou qui n'est pas le fait d'un manque de formation des forces de l'ordre ou qui n'est pas fait du fait d'un... Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est dirigée politiquement. Et donc il faut bien distinguer notre opinion politique, notre appréciation ou non du programme politique d'Ousmane Sonko, de la coalition, de qui que ce soit, et le fait que pour le combattre, pour l'empêcher d'être entendu et reconnu par des suffrages, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a un usage de violence ce qui constitue, en fait, le crime contre l'humanité. Parce que l'attaque contre une population civile, générale ou systématique, en l'occurrence c'est les deux, elle repose sur le fait que cette population civile soit ciblée, et l'un des critères de ciblage peut être l'opinion politique. En fait, et donc le fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur constitutif du crime contre l'humanité. Le fait que ce soit justement un groupement politique identifié qui soit au premier titre ciblé. Encore plus quand c'est un groupement politique qui, contrairement à ce qui a été affirmé, a priori en tout cas jusqu'ici, n'ordonne pas de violence et depuis des années au contraire les subit sans avoir provoqué en retour. Parce que je pense que c'est un argument peut-être plus spéculatif mais qui est important. Après ces années d'existence, si la coalition, si M. Sonko avait souhaité obtenir des armements, opérer une déstabilisation réelle et profonde du pays, s'allier avec la Russie, la Chine, on ne sait quelle autre puissance pour faire rentrer des moyens de provoquer une subversion au sein de ce territoire, il l'aurait fait. On est sur une situation, c'est là où c'est l'avantage de cette situation, où la durée nous permet d'établir, de clarifier. Vous voyez, quand en mars 2021, M. Diom parlait de forces occultes, pourquoi pas? Le ministre de l'Intérieur d'un pays souverain vous dit il y a des personnes infiltrées qui commettent des violences, etc. Le doute pouvait exister et on attendait que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, qui suivent, grâce aux forces d'enquête, des magistrats, etc., des éléments tangibles permettent de démontrer ces propos. Et à partir de là, de dire, bah oui, peut-être qu'en effet, ça vient d'une politique déstabilisation, etc. La réalité, c'est que depuis mars 2021 et les allégations qui ont été entendues tout à l'heure, il n'y a aucune preuve qui a été apportée de celle-ci. Je vous demande pas d'apporter 700 preuves comme on l'a fait, et 4500 qui sont plus des éléments, des indices, etc. Mais au moins essayer d'établir quelque chose. Et quand ça a été établi, tentativement, lors de cette conférence de presse d'Ibrahima Diop il y a quelques semaines, on s'est rendu compte que les éléments qui étaient présentés par le gouvernement correspondaient en fait non pas à des manifestants infiltrés, non pas à des Guinéens, parce que ça aussi, la xénophobie qui consiste à expulser 90 ressortissants guinéens parce qu'il est facile de les expulser pour essayer de leur attribuer la responsabilité de la situation, alors que, contrairement à ce qui a été affirmé, ils ne sont évidemment en rien responsables, ils n'étaient pas présents lors des manifestations, et qu'en réalité, les personnes que l'on montre sont des collaborateurs réguliers des forces de police et que l'on retrouve ensuite des dizaines de vidéos où on les voit récupérer des armes de la main des policiers directement, rentrer dans des pick-up de police et agir de concert avec eux, et que donc l'infiltré supposé était en effet un infiltré mais un nervi du gouvernement, eh bien on se rend compte que ces campagnes de propagande et de désinformation ne tiennent pas. Et nous, ce que l'on a essayé absolument d'éviter, ce que je pense on a réussi à éviter, c'est de rentrer dans ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en ayant une rigueur absolue sur la sélection des éléments, en s'assurant qu'ils soient vérifiés une fois, deux fois, trois fois, s'assurer vraiment qu'ils se soient incontestables et que justement, on puisse revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, sur les affirmations que l'on a faites, et à l'exact opposé des affirmations de M. Diom, se rendre compte que nous étions des hommes intègres, pour reprendre la terminologie utilisée par une grande figure politique du continent, et que les propos que nous avions tenus étaient non seulement véridiques, mais vérifiés dès le moment où ils ont été tenus et que nous n'avons pas porté des accusations en l'air ou gratuitement.